Printemps -404. Quelque part en Asie mineure, les flammes d'un incendie illuminent les environs. Une maison est envahie par un brasier. Quelques hommes qu'on a payés pour allumer ce funeste brasero sont satisfaits. Mission accomplie. Personne ne pourrait survivre à ça. Mais soudain, l'un d'eux pointe du doigt la bâtisse, ébahi. Un homme vient d'en sortir, entièrement nu, le visage noirci, une dague à la main et un drap enroulé autour de l'autre bras en guise de bouclier. Il faut plus qu'un incendie nocturne pour tuer Alcibiade. L'homme qui a marqué son temps est prêt pour un baroud d'honneur. Ne voulant pas se mesurer à cette figure dont la renommée le précède, les assassins tendent leurs arcs et décochent plusieurs flèches en sa direction. Alcibiade s'effondre, percé de multiples traits. Un dernier souffle s'échappe d'une figure s'étant débattue jusqu'à son dernier souffle, comme un écho de la cité qu'il a défendue, trahi puis défendue à nouveau, qui, elle aussi, au même moment, doit faire face au siège décisif qui décidera de son sort. Nous arrivons au crépuscule de cette série, donc embarquons sans plus attendre dans ce dernier épisode. En cette fin -410, bien que la situation semble avoir retrouvé un équilibre avec le retour de la domination navale athénienne et le contrôle terrestre péloponnésien, cet équilibre est en réalité précaire et masque un réel déséquilibre criant. Les Athéniens ont détruit l'entièreté de la flotte péloponnésienne, mais ces derniers sont déjà sur l'affaire de sa remplaçante. Athènes comprend bien que la nouvelle force de son adversaire, c'est l'or perse. Grâce à lui, la cité lacédémonienne est en train de complètement transformer sa façon de faire la guerre. Elle peut se permettre à penser sa stratégie sur des années successives et n'est plus contrainte à une pensée de la guerre à l'ancienne, un affrontement décisif sur une saison avant de rentrer chez soi. Et c'est là le plus grand changement. Sparte vient se battre sur le terrain d'Athènes à sa manière. Cette dernière en est consciente. Elle engage des négociations secrètes avec le roi perse Darius II et surtout avec l'allié direct de Sparte, le satrape Pharnabase, pour signer une paix séparée et tenter ainsi d'empêcher sa rivale de renverser la balance. De son côté, pendant que les chantiers navals travaillent jour et nuit pour remettre à flot une flotte de guerre, les hoplites spartiates en profitent pour reprendre du service. À la tombée de l'hiver, une force d'intervention est mobilisée pour enfin reprendre Pylos, épine dans leurs pieds depuis bien trop longtemps. Après quelques mois de siège, la place forte tombe et l'affront de Sphactérie est lavé. Mais les festivités sont de courte durée. De l'autre côté de la mer, Syracuse, qui aidait Sparte en lui fournissant des trières depuis leur intervention, doit arrêter cet apport logistique. En effet, la grande puissance régionale, Carthage, lance l'invasion à grande échelle de la Sicile. Sparte perd donc un allié maritime de poids. Les années suivantes, Athènes tente de continuer de se relever. Elle dirige en -409 une campagne infructueuse en Ionie. Mais c'est surtout en -408 qu'Alcibiade repart à la tête de la flotte athénienne et récupère Chalcédoine, Célembrie et Byzance surtout, par un savant mélange de diplomatie et d'action militaire.
Il redonne à Athènes le contrôle total de la Propontide et éloigne le spectre d'un arrêt du commerce avec la mer Noire et de l'approvisionnement en blé de sa cité. Après la campagne d'Alcibiade, Abydos demeure la seule cité de la région encore aux mains des Spartiates. C'est une victoire militaire importante. Alcibiade continue même sur le plan diplomatique. Bien que les Athéniens peinent à détacher les Perses de leur alliance avec Sparte, les discussions avec Tissaphernes sont maintenues, grâce au lien particulier qui le lie avec Alcibiade. C'est à cette même époque que Pausanias Ier succède à son père, Pleistoanax, sur l'un des 2 trônes de Sparte. Mais vous l'avez peut-être sûrement remarqué lors des épisodes précédents, c'est surtout Agis II qui mène la guerre, en bon meneur d'hommes et fin diplomate, parvenant à garder autour de lui les cités alliées de Sparte. En mai 407, après une longue campagne victorieuse, élu stratège, Alcibiade rentre triomphalement à Athènes en mai et se voit accorder les pleins pouvoirs militaires. Il profite d'une aura militaire immense et on voit en réalité en lui le seul espoir de vaincre Sparte et de mettre fin à la guerre. De leur côté, ayant évité les affrontements sur mer depuis 3 ans, Sparte a reconstitué partiellement sa flotte, qui atteint 70 trières. Cet été, elle est enfin prête. Comme avec Mindarus en son temps, un navarque est nommé et récupère le commandement suprême de la flotte, Lysandre. À l'image de Gylippe, qui est allé au secours de Syracuse en son temps, Lysandre est un Motaxe, fils de citoyens spartiates et d'une mère ilote. Il représente cette génération de citoyens des basses strates, qui prend une importance dans le commandement militaire lors de ce conflit. Il a pour mission de continuer à frapper ce que Sparte considère comme le ventre mou de l'Empire d'Athènes, l'Asie mineure et ses îles. Lysandre arrive dans une région en plein bouleversement. Malgré son habileté politique, Alcibiade n'est pas parvenu à négocier une alliance solide avec l'Empire perse. Le roi Darius II s'agace même au contraire de la politique menée par son satrape Tissapherne en faveur d'Alcibiade et envoie sur place son fils, Cyrus, avec le pouvoir militaire et financier sur la région d'Asie mineure. Lysandre et Cyrus, qui se rencontrent rapidement, s'entendent immédiatement à merveille. Un accord est trouvé et l'or continue de voguer à flot. Le Spartiate débauche grâce à l'aide financière du Perse de nombreux mercenaires athéniens en leur offrant un salaire bien supérieur et il augmente la solde de ses propres rameurs, de quoi armer sa flotte flambant neuve. Il établit sa base navale à Éphèse et y entraîne intensivement les équipages de ses navires. Bien que l'alliance entre Sparte et la Perse passe à un nouveau cap, elle ne manque pas de susciter quelques réserves, il faut le mentionner. La cité lacédémonienne a peur de perdre sa crédibilité de défenseuse de la liberté des cités grecques en misant trop sur la Perse pour sa victoire. Mais en même temps, il est difficile pour elle de renoncer à ce financement qui lui permet encore cet été d'ajouter 20 trières à sa flotte, atteignant maintenant 90 navires. Alcibiade ne reste pas les bras croisés, évidemment. Il rassemble lui aussi sa flotte et vogue pour l'Asie mineure, arrivant juste au nord de Lysandre, dans le port de Nocion. Il souhaite provoquer l'affrontement pour à nouveau couper les reins de la Ligue du Péloponnèse. Mais Lysandre reste prudemment à l'abri du port d'Éphèse. Alors que l'hiver arrive et que l'année 406 commence, alors que les 2 flottes s'observent, Alcibiade doit laisser provisoirement le commandement de la flotte à son ami Antiochos pour assister au siège de Phocée un petit peu plus loin. Antiochos, contrevenant aux ordres qui lui enjoignaient de ne pas rechercher le combat, envoie pourtant une partie de la flotte titiller les Spartiates. Peut-être jaloux de la popularité d'Alcibiade, ou faisant preuve d'un excès de zèle, dans tous les cas, il se fait piéger. Lysandre réagit promptement et saisit l'occasion de ces quelques trières isolées à portée de main. Il envoie sa flotte complète, et les Athéniens ne peuvent réagir de manière coordonnée.
Vaincu par Lysandre lors de l'affrontement de Nocion, Antiochos meurt dans les combats et son erreur coûte non moins d'une vingtaine de navires pour aucune perte côté Sparte. À son retour sur les lieux, Alcibiade est tenu pour responsable. On l'accuse d'avoir abandonné son poste. Il tente de sauver la face en emmenant tout ce qui lui reste de navires devant le port de Lysandre pour mener bataille. Mais, prouvant encore une fois sa sagesse, le Spartiate décide à nouveau de ne pas se battre, sans être sûr de sa supériorité. Alcibiade est humilié et retourne à Samos. Ses opposants, n'ayant pas oublié sa trahison passée, en profitent. Il est désavoué, traîné dans la poussière sur l'agora et démis de ses fonctions de stratège et de commandant. De fait, Alcibiade, craignant pour sa vie, quitte définitivement ses hommes et s'installe loin des regards en Thrace. Dans le camp d'en face, au lendemain de sa victoire à Nocion, sa magistrature de Navarque arrivait à terme. Lysandre doit, à son grand déplaisir, se retirer du commandement de la flotte péloponnesienne. Il est même unanimement regretté par les Péloponnésiens. Son successeur, Callicratidas, en plus d'être novice dans l'art maritime, est loin de s'entendre aussi bien que Lysandre avec Cyrus, le Perse. Mais il entend quand même continuer son œuvre. Il dispose pour cela maintenant de 140 trières. Le rapport de force balance clairement en sa faveur. Reste à lui de bien s'en servir. En face, un certain Conon prend la tête de la défense athénienne dans la région à la place d'Alcibiade. Les deux hommes vont s'affronter de nombreuses fois lors d'un été particulièrement riche en rencontres. La première a lieu sur l'île de Chios, devant la forteresse de Delphinium. La garnison présente sur place étant trop peu nombreuse, elle décide de se rendre et obtient un départ en sécurité contre l'abandon du contrôle de l'île par Athènes. La garnison rejoint alors le gros des forces et Conon sur l'île de Lesbos au nord. Callicratidas vogue vers sa nouvelle cible et pose le siège devant la place forte au nord de l'île. Il faut de nombreux assauts pour prendre le contrôle du fort, mais il y parvient finalement. Il ne lui reste plus qu'une chose à faire pour conclure ses succès en victoire totale. Défaire la flotte adverse de Conon. Pour cela, il se dirige vers la rade du port de Mytilène, au sud de l'île. Les deux flottes se rencontrent au large de la cité, ce qui coûte 30 navires supplémentaires aux Athéniens, forcés de se retrancher dans la ville. Callicratidas établit alors le siège de Mytilène et jubile. Après Chios, il est sur le point de faire chuter Lesbos. Les verrous athéniens dans la région commencent à se compter sur les doigts d'une main. Dans la ville, alors que le manque de nourriture commence à serrer les estomacs des défenseurs, Conon parvient à prévenir Athènes de la situation catastrophique dans laquelle il se trouve. L'Assemblée, comprenant que son avenir est en jeu, rassemble alors une flotte de la dernière chance, en engageant ses dernières ressources. Elle se voit obligée de réquisitionner tous les navires des membres de la Ligue, et même d'affranchir des esclaves, voire de leur offrir la citoyenneté pour qu'ils servent d'équipage. Quelques semaines plus tard, en août, la flotte de secours se rassemble dans la région, faisant l'exploit de rassembler 155 trières. La flotte est si imposante qu'elle est commandée par pas moins de 8 stratèges, dont l'un des fils du légendaire Périclès. Une décision suffisamment inhabituelle pour être notée. À Lesbos, Callicratidas, mis en confiance par ses récentes victoires, accepte l'affrontement. Il se voit déjà comme le héros de sa cité qui a finalement débarrassé les eaux grecques de la flotte athénienne. Il laisse quelques navires sur place pour maintenir le blocus de Mytilène et vogue, avec 120 trières, pour s'opposer aux Athéniens, au large de Lesbos et des petites îles argineuses. À l'aube, les deux forces navales se font face. Les Athéniens se rangent sur 2 lignes et chaque commandant se voit accorder la direction d'une vingtaine de navires. Cette situation exceptionnelle permet un contrôle et une flexibilité accrue de chaque flottille.
Leur déploiement permet en outre d'empêcher toute attaque surprise par l'arrière ou de contournement. Meilleur témoin de la maîtrise du combat naval des Athéniens. En face, les Spartiates sont obligés d'étirer leur formation en une ligne unique pour égaler la longueur de celle des Athéniens, voire même de séparer leur flotte en 2 ailes pour se garder d'un encerclement. C'est Kallikratidas, sur l'aile droite, qui mène le premier l'assaut. Et c'est un fracas sans précédent. Jamais une bataille navale opposant 2 cités n'a rassemblé autant de navires. Nous sommes clairement au paroxysme de la guerre navale du Péloponnèse. Un violent et long combat s'engage. Les duels sont disputés. Et les Athéniens se rendent bien compte que le gap tactique qui les séparait des Spartiates s'est effacé avec les années passées. Mais le nombre fait son office. Les Athéniens prennent petit à petit le dessus, jusqu'à atteindre Kallikratidas lui-même, qui meurt alors qu'il abordait une trière adverse. Ces hommes perdent espoir, et c'est l'entièreté de la flotte spartiate qui se replie. Au total, les Péloponnésiens laissent 77 navires sur place, contre 25 pour les Athéniens. En revanche, ces derniers le savent. Il restait un certain nombre de trières devant Mytilène, et il faut agir vite avant que ces derniers ne se rassemblent avec les fuyards pour quitter la zone en sécurité. Mais en même temps, il ne faut pas non plus oublier ses propres hommes tombés à l'eau, et les équipages des 25 trières détruites qui risquent de se noyer s'ils ne sont pas secourus immédiatement. Tiraillés entre les 2 priorités, les Athéniens affectent la plupart des moyens à la poursuite des Spartiates, et seulement quelques navires au secours des hommes à la mer. Sauf que voilà, l'air se charge, les nuages s'amoncellent, et une tempête éclate dans ces eaux capricieuses. La tempête rend impossible aux Athéniens le repêchage efficace des naufragés et des corps. 2000 marins sont tombés à la mer et sont abandonnés. Le reste de la flotte spartiate peut quitter la région sous le couvert de cette météo capricieuse. Les commandants sont satisfaits, il faut le dire. Lesbos est sauvée. La flotte adverse, matée pour un temps, même si elle n'est pas entièrement détruite. Mais la liesse du retour est vite refroidie. La joie du peuple à l'annonce de cette victoire laisse vite place à une bataille rhétorique pour déterminer qui est le responsable de l'absence de secours apporté aux marins naufragés. En effet, il faut noter que les Athéniens se font un point de religion capital de ne pas laisser sans sépulture ceux qui sont morts pour la patrie. Le scandale provoqué mène jusqu'à un procès dantesque où la cité cherche des fautifs. L'une des plus grandes batailles rhétoriques qu'ont connues les citoyens fait rage pendant des jours, l'opinion se laissant convaincre de la culpabilité de la tempête, puis des généraux qui se rejettent la faute tour à tour. Les veuves et orphelins des morts s'expriment devant l'Assemblée et ils font forte impression dans les débats et les tensions déjà fortes dans l'appareil politique athénien s'embrasent, chacun tentant de régler ses comptes de la manière la plus basse qui soit. Les analyses plus récentes montrent à quel point l'émotion prend le dessus sur la raison et le rappel à la loi, pourtant si cher aux Athéniens. On finit par soumettre l'accusation contre les stratèges au vote de l'Assemblée. Seul le philosophe Socrate s'élève officiellement pour s'opposer à cette condamnation collective. Mais le peuple, dans un excès de frénésie, de vengeance, allumé par l'art oratoire des harangueurs, condamne finalement à mort les 8 généraux qui ont pris part à la bataille navale. 6 d'entre eux, présents, sont exécutés, les 2 autres ayant fui à temps. Cette mesure, qui paraît presque incompréhensible aujourd'hui, illustre bien, d'une part, l'importance du sacré dans la Grèce antique, on en a déjà parlé dans la série précédente, mais aussi la violence qui s'est immiscée dans la vie politique athénienne, et peut-être de la situation au bord du précipice de la cité. Cette décision prise par l'Assemblée est évidemment regrettée par la suite, on le voit dans les différentes sources, car elle prive en effet irrémédiablement Athènes de ses commandants les plus expérimentés et des socles de ses groupes civiques.
L'année suivante débute donc dans le dur pour les deux cités. Sparte a perdu les 3/4 de sa flotte et Athènes a certes remporté une bataille très importante, mais a tout de même perdu plusieurs îles et s'est fracturé autour du sort de ses stratèges les plus importants. Il est assez important, en réalité, de noter l'intensification du conflit. Souvenez-vous, par rapport aux premières décennies où quelques raids succédaient à des batailles périphériques. Mais depuis le siège de Syracuse, chaque année semble décisive pour la survie même des cités. La situation péloponnésienne, pour commencer, elle est précaire. Sa flotte est meurtrie et cherche encore un commandement pour prendre la place du défunt Callicratidas. Enfin, en réalité, tout le monde réclame la même personne. Les marins, les alliés péloponnésiens et même le Perse Cyrus réclament tous le retour de Lysandre. Pour contourner la loi, qui interdit à un navarque d'être nommé plus d'une fois, Sparte le nomme officiellement commandant en second, tout en lui confiant officieusement la direction des opérations. On voit bien ici le poids qu'ont les alliés de Sparte pour faire plier la cité lacédémonienne à leurs souhaits. L'or perse coule à nouveau à flot dans des quantités difficilement imaginables pour les cités grecques de l'époque. Nous parlons d'un budget représentant plusieurs années pour une cité grecque versé en quelques semaines. Lysandre, au printemps, voit ses capacités maritimes doublées. Il aurait sous ses ordres une flotte de quasiment 200 navires sortis des arsenaux grecs mais aussi perses. Le navarque le sait, il a les cartes en main pour venger la défaite des Arginus et vaincre la flotte athénienne. Aussi nombreuse qu'elle, mais sans chef charismatique et expérimenté à sa tête, si ce n'est Conone, qui fait figure de vétéran au milieu de ses pairs. Il veut pour ça attirer son adversaire dans un combat décisif à son avantage, dans l'Hellespont qu'il connaît bien. Il vogue donc vers cette région en faisant preuve de ruse et en se jouant plusieurs fois de la flotte athénienne. En septembre, Lysandre a ce qu'il voulait. Les deux flottes se font face sur les deux rives de l'Hellespont. Alcibiade, qui vit en exil non loin, intervient. Une dernière fois, l'homme le plus marquant de cette période apparaît à l'orée du campement athénien. On le mène au commandant de la flotte et il leur exhorte alors d'abandonner leur mouillage près de l'embouchure de l'Aigos Potamos, car celui-ci n'est pas sûr. Mais, alourdi par ses nombreux retournements de veste, il a définitivement perdu la confiance de ses compatriotes. Il n'est pas écouté. L'ordre de bataille est donné. La flotte est mise en branle et se dirige en direction du port où Lysandre est stationné. Puis attend. Mais ce dernier refuse le combat, comme à notion. Les Athéniens rentrent donc bredouille à leur campement sur la plage. Et ce, plusieurs jours de suite, sans aucun résultat, perdant un peu plus de prudence chaque jour pour laisser place au désabusement. Jusqu'au jour où, alors qu'à leur accoutumée, les Athéniens reviennent sur la plage et commencent à se disperser pour trouver de la nourriture pour le soir, la flotte spartiate apparaît sur les flots. Cette fois, Lysandre les a suivis, les sachant moins précautionneux, et il fonce sur eux. C'est un désastre. Il faut seulement quelques heures aux navires spartiates pour aborder la plage et capturer les navires athéniens ensablés. Quelques embarcations tentent bien de se défendre en mer. D'autres parviennent à s'enfuir, dont Conone, qui coulerait même 9 embarcations adverses pour s'échapper. Mais le bilan est accablant. La quasi-totalité de la flotte athénienne, 170 trières, est capturée, ainsi que 3 à 4 000 marins. Lysandre ordonne le massacre, pur et dur, des 3 000 prisonniers athéniens. Les captifs des cités alliées, quant à eux, sont épargnés et renvoyés chez eux, avec un message à transmettre. La Ligue de Délos est morte, Athènes est tombée, et le monde grec est sur le point de changer. En réalité, ayant la maîtrise totale de la mer, Lysandre entreprend tranquillement la conquête de toutes les possessions athéniennes. Il ne rencontre quasiment aucune résistance, et en quelques semaines, c'est tout l'empire athénien qui s'effondre comme un château de cartes. Seule l'île de Samos lui tient tête.
le contraignant à y laisser une petite force de blocus. En Attique, l'Assemblée est mise au courant de la situation et ne peut que constater, impuissante, la fin d'une ère. Craignant de connaître un sort terrifiant, semblable à leurs marins, les Athéniens se résolvent à tenir le siège de leur cité, barrant même le port du Pirée d'une immense digue. Mais leur cause est sans espoir et ils le savent. À l'orée de l'année suivante, savourant sa victoire, Lysandre se présente finalement avec une flotte de plusieurs centaines de navires devant le Pirée. Sur terre, alors que la tradition veut qu'un des deux rois de Sparte reste dans sa cité pendant que l'autre guerroie, Pausanias rejoint Agis avec des renforts venus du Péloponnèse, estimant qu'il faut marquer le coup pour ce dernier effort. Athènes, encerclée sur terre et sur mer, est immédiatement envahie par la famine. D'autant que Lysandre a sciemment laissé aux garnisons athéniennes des cités conquises, ces derniers mois, le droit de regagner leur cité mère, afin qu'il y ait encore plus de bouches à nourrir. De longues négociations sont menées par Théramène, un ancien partisan du coup d'État des 400, aujourd'hui homme politique, qui a su garder une certaine influence grâce à sa vision modérée. Lysandre en personne, puis les efforts de Sparte, lui font face. La fin d'Athènes est certaine. Reste à savoir à quoi ressemblera-t-elle. Comme un parallèle poétique, la légende raconte que c'est à ce moment-là qu'Alcibiade aurait trouvé la mort. Peut-être de la façon racontée en introduction. Alcibiade, apprenant la fin proche de l'Empire athénien, aurait décidé de fuir la Thrace auprès du seul ami qui lui restait, le Perse Tissaphernes, et lui proposer ses conseils. Lysandre, mis au courant, aurait prévenu les Perses de son arrivée prochaine et aurait engagé des assassins pour l'accueillir avec un beau brasier. Mythe ou exagération de la réalité, quoi qu'il en soit, un personnage aussi impressionnant et marquant qu'Alcibiade méritait bien que je vous donne cette version de sa fin, comme un écho de la chute d'Athènes qui s'est débattue jusqu'à son dernier souffle. En Attique, à l'issue des longues négociations, la reddition d'Athènes est actée en avril 404. C'est la fin d'un conflit sans précédent et la fin de la domination d'Athènes. Et avant de voir ensemble comment tout cela finit, ne serait-il pas le moment de faire un petit bilan de ces 7 épisodes, une petite analyse et de mise? L'un des premiers points de conclusion que nous pouvons avoir, vous l'avez sûrement remarqué, l'image et l'idée reçue très répandue d'une Athènes démocratique sur la défensive et d'une Sparte impérialiste qui refuse la puissance d'Athènes et donc dans une position très offensive, s'érode complètement. Sur l'essentiel de la période, Sparte est même plutôt sur la défensive, voire sur la réserve. Elle a un souci plus grand de ses alliés, les dirigeants dans les opérations de guerre. Moins dans une logique impérialiste, mais plutôt une logique collégiale. C'est là leur vision traditionnelle de l'hégémonie, celui qui marche devant car c'est le plus expérimenté. Sparte tente de garder une place prépondérante, mais qui se veut bienveillante. De toute façon, toute sa légitimité dans la guerre repose sur cette image de défenseuse de la liberté des cités grecques face au système athénien. Car oui, Athènes se forge au contraire une image beaucoup plus autoritaire et expansive. À chaque fois qu'un allié exprime son souhait de sortir de son alliance, c'est raid, guerre, voire très souvent massacre complet de sa population. Athènes nourrit une vision impérialiste. Ses alliés sont des sujets, obligés d'obéir. La détestation dont elle a fait l'objet suite à ses agissements a joué une part non négligeable dans le conflit et a permis à Sparte de mobiliser autour d'elle de nombreuses cités qui étaient indécises. Ces idées reçues sur l'image qu'on a d'Athènes et de Sparte viennent, certes, en partie des sources antiques, qui ne sont évidemment pas impartiales. Hérodote, par exemple, est un anti-spartiate assez affirmé, alors que Xénophon est plutôt pro-spartiate.
Par la suite, de nombreux gouvernements, des empires aux républiques, vont eux aussi venir teinter l'histoire de cette guerre à leur sauce. Au IIe siècle de notre ère, les Romains vont faire un parallèle entre Sparte et Rome, tout en magnifiant leur prétendue valeur. Et ça aura un impact dans les nombreux récits de la période. Jusqu'à nous, chaque génération a sa relecture du conflit, toujours impactée par son temps et ses idées. La rivalité franco-allemande du XVIIIe siècle en est le parfait exemple. En Allemagne, on retrouve une historiographie sur Sparte immense, alors qu'en France, c'est Athènes qui abonde les récits scolaires et historiques jusqu'à nos jours. Chaque pays retrouvant alors ce qui l'arrange dans son prétendu ancêtre spirituel et s'oppose ainsi à ce qu'il décrit comme inférieur. Tous ces éléments peuvent expliquer les images simplistes que vous pouviez avoir, que j'avais aussi, sur ces deux cités et la guerre du Péloponnèse avant cette série. Sur le déroulé de la guerre en lui-même, on peut aussi tirer quelques enseignements de ce récit. À la veille des guerres médiques, Sparte a une place et un prestige incommensurablement plus élevés que celui d'Athènes, qui est alors une cité secondaire. Elle possède une solide alliance dans le Péloponnèse et une armée expérimentée, qui a mis à genoux Argos, l'ancienne grande cité de la région. Mais grâce aux affrontements face aux Perses, Athènes va atteindre le même niveau que Sparte dans les esprits grecs. À l'inverse des Lacédémoniens, qui estiment le conflit terminé après la bataille de Platée, Athènes va continuer la lutte contre les Perses et va ainsi se tailler un véritable empire à l'est, la Ligue de Délos. Athènes rentre alors dans son âge d'or, politique, financier, architectural, maritime, alors qu'à Sparte, un séisme destructeur sans précédent, accompagné d'une révolte des Ilotes, s'étendant sur plusieurs années, déséquilibre au contraire et fragilise complètement la cité qui rentre dans une période très sombre. Athènes va en profiter et mener une politique très agressive à l'encontre du Péloponnèse, notamment via une guerre commerciale et une menace d'asphyxie des ports de la péninsule. C'est devant ce constat et dans cette situation que Sparte déclenche la guerre. Mais elle la déclenche alors qu'elle ne la souhaitait pas vraiment, en réalité surtout poussée par ses propres alliés qui sont menacés par Athènes. Sur la première moitié du conflit, celle que l'on nomme la guerre d'Archidamos, la situation mène à une impasse. Les Spartiates ont une bien meilleure armée de terre et cherchent une bataille décisive. Mais les Athéniens, menés par Périclès, ne leur donneront jamais. Ils utilisent au contraire leur marine pour rasier impunément le Péloponnèse et bouter les Péloponnésiens des flots, grâce notamment à l'amiral Phormion. Mais des deux côtés, aucune issue décisive n'est trouvée. Chaque cité va avoir ses victoires. Athènes à Pylos et Sphactérie, grâce à Démosthène et Cléon, et Sparte dans le nord, grâce notamment à Brasidas. Mais chaque victoire étant un tel coup pour l'adversaire, ces victoires s'annulent et mènent à un statu quo, celui de la paix de Nikias, qui ne contente personne. Les Spartiates ont alors réussi une mutation assez extraordinaire en allant sur le terrain des Athéniens, la mer. Alors, soyons honnêtes, ils ont été aidés par l'hubris athénienne, qui a subi de terribles revers, notamment en Sicile, mais il faut noter la puissance navale spartiate, partie de rien, qui parvient à s'imposer en nombre et même en qualité à force d'apprentissage au fil des années. Alors qu'Athènes pouvait compter sur le phoros de sa ligue, Sparte n'a en revanche jamais réussi à se doter d'un système de financement de la guerre solide. Elle n'aurait jamais pu en arriver là sans le financement perse qui, on l'oublie trop souvent, pèse excessivement lourd dans sa victoire finale. Car oui, le constat est là, c'est un duel gagné par Sparte, au bout de 30 ans d'une guerre sans précédent. Athènes, à bout de souffle, ne peut plus remplacer ses pertes et doit admettre sa défaite.
Revenons donc désormais à la conclusion de cette série et de cette guerre. Lors des négociations, les échanges sont âpres. On peut le comprendre après un conflit qui a totalement bousculé les lois de la guerre observées par les deux cités jusqu'alors. Jamais un conflit n'avait duré aussi longtemps, s'étendant sur plusieurs années et obligeant de nombreuses cités à transformer complètement leur économie. Jamais un conflit n'avait autant impacté les populations civiles, régulièrement prises à partie lors de raids ou de massacres ciblés. Et enfin, jamais les équilibres politiques et stratégiques n'avaient été aussi mouvants en si peu de temps. La majorité des alliés de Sparte veulent une fin radicale. Après tant de souffrances, Corinthe ou Thèbes sont les plus virulentes. Leur exigence allant vers un anéantissement pur et simple de la cité à la chouette, réduction en esclavage de tout son peuple et abattement de toute la cité, connaissant alors le même sort que Platée il y a quelques décennies. Mais Sparte, soutenue par quelques alliés péloponnésiens, se veut plus tempérée. Elle refuse d'asservir, voire de rayer de la carte Athènes. Alors, pourquoi une telle décision, me direz-vous ? 30 ans de conflit pour en arriver là ? Eh bien, il faut garder à l'esprit le jeu des équilibres qui régit la vision spartiate du monde grec. Dissoudre Athènes, c'est créer un vide de pouvoir que Sparte n'est pas sûre de pouvoir remplir à elle seule. Cette décision pourrait tracer un chemin pour Corinthe, par exemple, ou encore, plus probablement, pour Thèbes, qui irait vers une montée en puissance régionale immense. Sparte se méfie en réalité de ses alliés qui montent en puissance dans le dos de la cité. Corinthe et Thèbes ont en effet grandement freiné leur engagement dans le conflit sur les dernières années, laissant Sparte s'épuiser à faire le gros du travail pour espérer saisir les lauriers de la victoire à peu de coups et se servir de cette guerre comme un tremplin vers une montée en puissance, voire, pourquoi pas, vers une hégémonie. Sparte en a pleinement conscience. Quitte à se donner des airs impérialistes, il refuse d'écouter la voix de ses alliés les plus puissants et décide d'épargner Athènes, la voyant comme un futur contrepoids à Thèbes ou Corinthe. Alors bien sûr, Athènes ne s'en sort pas indemne. Elle est contrainte à dissoudre son empire, à dissoudre la Ligue de Délos, à livrer le reste de sa flotte, à évacuer toutes les cités périphériques dans lesquelles il restait une garnison ou un gouvernement favorable, et pire encore, désassembler ses longs murs. Une garnison spartiate s'installe en ville, et l'hégémonie d'Athènes s'éteint, et avec elle, sa démocratie. Les survivants du coup d'État des 400, soutenus par l'ensemble des oligarques et une Sparte bien contente de voir une oligarchie revenir, renversent le régime en place. Une commission de 30 oligarques prend alors les rênes du pouvoir et va faire régner une terreur sans précédent, traquant et assassinant sans procès de nombreux démocrates. Dès lors, c'est une quasi-guerre civile qui éclate en Attique entre démocrates et oligarques, Sparte soutenant évidemment ces derniers. Mais Thèbes ou Corinthe, qui se sentent déjà floués par Sparte, refusent de les suivre. Un compromis est donc trouvé. Une démocratie modérée est instaurée à Athènes sous la surveillance étroite de Sparte. En -303, la victoire de Sparte est totale. Après 30 années de guerre, elle se retrouve à la tête d'une alliance qui a libéré la Grèce centrale et la mer Égée du joug athénien. Mais moi qui voulais terminer la série sur des auspices de paix, me voilà contrarié. L'horizon semble déjà s'assombrir quand se pose la question de la position que Sparte va tenir dans un monde grec débarrassé d'Athènes. De nombreuses cités s'inquiètent que l'hégémonie nouvelle de la cité lacédémonienne se transforme à son tour en vision impériale et autoritaire. Que va-t-il advenir de cette nouvelle relation entre Sparte et la Perse revenue dans le jeu du monde grec ? Que va devenir Athènes dans un monde qui lui est beaucoup moins favorable ? Va-t-elle lentement mais sûrement tomber dans l'oubli ? Ou va-t-elle tenter de revenir au centre du jeu ? Et enfin, que vont faire Corinthe,
Thèbes. Ces cités qui ressortent de la guerre avec une grande puissance et, visiblement, quelques tensions avec leur allié spartiate. Ces nombreuses questions passionnantes auront leurs réponses, car cette série se concluant, je peux d'ores et déjà vous confirmer que je traiterai les décennies qui la suivent chronologiquement lors d'une prochaine vidéo, qui sera en réalité un pivot, un pont entre cette guerre du Péloponnèse et la prochaine grosse série narrative de la chaîne, celle qui suivra le non moins exceptionnel destin de la Macédoine et d'Alexandre le Grand. Merci vraiment d'avoir donné tant de force à cette série qui m'a demandé beaucoup de travail, dans laquelle je me suis beaucoup investi. Je reconnais très souvent dans les commentaires les fidèles de la série et les passionnés de l'époque. N'hésitez pas à me laisser un dernier petit commentaire et un j'aime pour donner de la visibilité à la chaîne dans un YouTube qui est, je dois vous le dire, de plus en plus difficile au niveau algorithme. Peut-être est-ce l'occasion, maintenant que la série est disponible en intégralité, de tout vous refaire d'un coup. Et moi, je retourne au fourneau, vous souhaite une bonne journée, à bientôt, et d'ici là, que l'histoire soit avec vous.